Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 15 mai, il est 9h30. C'est l'heure de notre webinaire sur un sujet qui nous tient à cœur, qui est un petit peu la marque de fabrique NeoBrain, celui des compétences, sous un angle particulier aujourd'hui qui est celui du reskilling, et avec trois invités que je propose tout de suite, à qui je propose de se présenter, en commençant peut-être par Véronique. Bonjour à tous, donc Véronique Sani, j'ai plein de casquettes, mais entre autres j'ai été la CEO de Natixis, une grande banque française. Je suis senior advisor pour un certain nombre de startups et je suis également administratrice d'une ESN qui s'appelle Scalian. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour partager mon expérience. Loïc. Bonjour, Loïc Touranchet, je suis avocat associé au cabinet Actance, qui est un cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail. Enchanté d'être avec vous ce matin. Et Paul. Et donc Paul Courteau, je suis le cofondateur et CEO de NeoBrain et très fier d'être à côté de mes deux comparses pour pouvoir animer ce webinaire avec vous ce matin. Super, donc au menu du jour aujourd'hui, je vais un petit peu introduire le sujet et pourquoi reparler donc de reskilling. Ensuite, je donnerai la main à Véronique qui pourra témoigner de son expérience. Loïc mettra à contribution son expertise sur les optimisations juridiques et sociales. Et enfin, Paul, de manière très concrète, nous montrera comment, sur la plateforme NeoBrain, puis sous une forme méthodologique, mettre en musique cette notion de redéploiement continu. Alors pour démarrer, donc le sujet aujourd'hui, c'est sujet de plusieurs challenges en 2024 pour les sociétés, cette quête de rentabilité face à des coûts opérationnels qui augmentent. On a un certain nombre de chiffres ici. Le plus important, je pense, c'est cette opportunité que l'on a aujourd'hui d'automatiser un nombre croissant d'activités. Je ne parle pas d'automatisation des compétences, c'est encore une autre chose, mais d'automatisation des activités au sein des métiers. Et là, on voit un impact profond de l'IA avec différents chiffres qui changent suivant qu'on parle de Forrester ou de McKinsey. Tout ça amène à un bouleversement des compétences. On note ici, bien sûr, l'obsolescence de plus en plus rapide des compétences techniques, mais c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste que les seules compétences techniques. Et à ce titre, on vous donnera à la fin de ce webinaire un outil via un QR code pour examiner sur 100 métiers justement l'impact sur ces activités, le degré d'automatisation, les compétences émergentes, les compétences résilientes et à risque. Tout ça nous amène donc à devoir faire du reskilling. Le reskilling qui est aujourd'hui la priorité numéro 1 pour les RH selon une étude que Lighthouse Research and Advisory a réalisée pour NeoBrain auprès de 1172 décisionnaires RH. On voit bien donc reskilling 31,8% comme priorité en 2024. Voilà pour intégrer un petit peu ce sujet démarré. Je donne maintenant la main à Véronique qui va nous parler de son expérience. Bonjour. Donc oui, effectivement, je voudrais partager mon expérience de CO. Je ne sais pas si l'audience voit à peu près ce qu'il y a dans un périmètre CO, mais en gros, dans une grande banque dans laquelle je travaillais, et dans toutes les banques, c'est comme ça, c'est les responsables des opérations, de l'informatique et d'un certain nombre de fonctions de support. Donc j'ai vécu à grande échelle cette question de la transformation des compétences et j'en suis arrivée à la notion de l'importance du concept de redéploiement continu des compétences. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter un petit cas d'usage vécu de comment ça se passe au quotidien pour engager ce redéploiement continu. Donc, ce que je voudrais vous décrire, c'est vraiment la situation vécue d'un binôme essentiel qui est le manager de proximité d'une équipe opérationnelle ou informatique de 10-15 personnes et son correspondant RH du quotidien qui travaille avec Julia, donc Julia et Léonie. Et Léonie, elle est RRH de Julia et elles sont toutes les deux en train de manager le sujet de redéploiement continu des compétences au sein de leur équipe. Alors, en fait, quel est le problème ? Le problème, c'est que Julia, elle est manager d'une équipe de 15 personnes
et qu'elle pilote du coup un budget annuel de l'ordre de 1,5 million d'euros. En général, sa direction, elle lui demande de faire des gains de productivité ou d'absorber les accroissements d'activité à effectif constant. Et donc, elle sait qu'elle a environ 5% de gains de productivité à trouver tous les ans. Et comme elle ne sait pas très bien exactement dire quels vont être les volumes d'activité, il y a plein d'incertitudes dans son contexte. En général, elle staffe son équipe avec 10 CDI et puis 5 collaborateurs externes pour pouvoir pallier aux aléas. Et donc, l'objectif de Julia, évidemment, en premier lieu, c'est de satisfaire les besoins de son métier, des gens pour lesquels elle travaille, de ses clients, de ses parties prenantes. Elle sait très bien, Julia, qu'il y a plein de nouvelles technologies, qu'il y a plein d'IA qui va impacter ces métiers, que chez ses compétiteurs, il y a plein d'équipes qui font une partie du travail offshore. Enfin bref, elle connaît elle a entendu parler de toutes les techniques d'optimisation. Elle sait qu'elle pourrait faire des POC avec des startups. Bref, tout ça, elle en a entendu parler à plein d'occasions. Le problème, c'est que Julia, elle a au day-to-day, elle a des activités opérationnelles à mener et que tout son temps est pris par des contraintes de production, qu'à chaque fois qu'elle veut faire un développement IT, ça coûte cher et puis c'est pas jugé prioritaire parce que c'est des tas de petits trucs. Elle va voir sa RH, Léonie, pour essayer de l'aider à voir les choses différemment, mais sa RH, elle est elle-même très occupée avec pas mal de contraintes, de cycles d'évaluation, il y a de revue des rémunérations, etc. Et donc, il y a tout un tas d'activités pour la RH à faire qui font qu'on n'a pas beaucoup le temps de travailler sur ce qui va se passer dans 5 ans. Et en plus, elle a à gérer, elles ont toutes les deux à gérer les craintes des personnels en CDI qui ont peur de tout ce qu'ils entendent et qui n'ont pas forcément toujours envie de se former à des nouvelles compétences, surtout qui sont parfois proches de la retraite et qui se demandent à quoi ça sert de se reformer et de faire des efforts aussi proches de la fin de leur carrière. Elle a aussi ses collaborateurs externes qui, eux, sont souvent plus jeunes, qui, eux, sont souvent formés aux nouvelles compétences, mais que c'est ceux-là qu'on fait partir en premier quand il y a des contraintes budgétaires parce que, justement, on peut les faire partir plus facilement. Bref, Julia et Léonie, elles sont dans un sujet de la poule et l'œuf. Pour développer les compétences de demain, il faut lancer des projets innovants et pour lancer les projets, il faut des compétences de demain. Donc, elles ne savent pas par quel bout il faut commencer. Et donc, face à tout ça, Julia, elle fait au mieux. Et puis, quand elle voit qu'il y a un collaborateur qui va partir en retraite, à ce moment-là, elle déclenche un projet d'automatisation parce que du coup, elle sait qu'elle va pouvoir faire son gain de productivité comme ça. C'est ça qui se passe au quotidien dans les entreprises. Et donc, au-dessus de tout ça, tout en haut, il y a un CEO ou il y a un CEO comme moi, 8 ou 9 niveaux au-dessus. Et lui, il voit, c'est plus facile entre guillemets pour lui parce qu'il voit des benchmarks, il voit des grands fournisseurs, il voit, il est pas préoccupé par le quotidien. C'est plus facile pour lui de voir ce qui risque de se passer dans 4 ou 5 ans. Et donc, ce qu'il voit, le CEO ou le CEO, c'est que si on démarrait aujourd'hui de rien l'activité de Julia, vraisemblablement, on pourrait faire des gains de productivité d'au moins 25% par rapport à ce qui est fait aujourd'hui, parce qu'on mettrait de l'IA partout. Le reste, on pourrait peut-être ne pas le faire parce qu'on ne le démarrerait pas aujourd'hui, parce que c'est peut-être pas aussi critique que quand on l'a fait il y a 10 ans. Et que finalement, on pourrait le reste parfois l'effectuer dans des localisations où ça coûte beaucoup moins cher. C'est ça qu'il a en tête, le CEO tout en haut. Alors évidemment, le CEO tout en haut, il cherche à être un employeur responsable et à pas faire n'importe quoi avec ses équipes. Mais en gros, si on revient à mes 1,5 million du début, eh ben, en fait, ce qu'on pense, c'est que si on démarrait aujourd'hui l'activité, on pourrait facilement la réaliser pour peut-être 800 ou 900 €. Et donc, ces gisements de productivité, ils sont là. Il y a 700 € ou 800 € par an qui sont dépensés pour quelque chose qui, au fond, n'a pas besoin d'être dépensé. Et donc, le sujet, c'est que ce gisement-là, personne ne le voit vraiment. Tout le monde sent qu'il est là, mais personne ne le voit vraiment. Et donc,
moi, le sujet du redéploiement continu des compétences, c'est celui qui va permettre d'extraire ce gisement de productivité qui est très important pour les entreprises, mais qui permet également de redéployer les compétences qui ne sont pas nécessaires dans l'équipe de Julia sur d'autres tâches qui aujourd'hui ne sont pas exécutées et qui pourraient rapporter à l'entreprise. C'est ça le sujet. Et c'est ce blocage du redéploiement des compétences qu'il faut déloquer parce qu'il va générer de la productivité, il va dégager de la performance et il va permettre aux employés de reménager leur employabilité pour plusieurs années. Alors, pour faire ça, ce qu'il y a à faire, et peut-être Vincent, tu peux passer à l'étape d'après, voilà, il y a 2 choses à faire. Macro, il y a d'une part avoir une stratégie volontariste de transformation, je vais vous en parler dans un instant, au niveau global de l'entreprise, et il faut énormément de communication transparente autour de ça. Et puis ensuite, il faut une exécution qui soit centrée sur l'individu. Et là, Loïc et Paul vont également pouvoir compléter parce que évidemment, pour y arriver, et c'est ce qui est possible aujourd'hui, il y a des outils. Donc, Vincent, tu peux passer à l'étape d'après. Voilà, moi, dans mon expérience, pour mener à grande échelle un programme de redéploiement des compétences, hein, j'ai travaillé sur des équipes qui sont de plusieurs centaines de personnes. Ce qu'il faut en étape 1, bien évidemment, c'est un projet affirmé de transformation, d'implémentation de toutes les nouvelles technologies et les leviers d'optimisation opérationnelle à grande échelle. Donc, il faut le dire, il faut l'affirmer, il faut expliquer à toutes ces équipes, et c'est le point 2, communication ouverte dès le départ, sur le fait que ce que l'on pense, c'est que dans l'équipe de Léonie et Julia et dans toutes les équipes adjacentes, ce que l'on pense, c'est qu'aujourd'hui, ce que l'on fait avec 15 personnes, c'est possible de le faire peut-être avec 7 ou 8 personnes ou dans des conditions finalement qui sont différentes et qui sont beaucoup moins chères. Par contre, il faut aussi dire qu'il y a tout un tas d'activités qui ne sont pas exécutées aujourd'hui. On ne fait pas certaines choses avec ses clients. Il y a des business qu'on ne peut pas lancer parce qu'on n'a pas d'investissement justement libre pour faire ça. Et donc, on souhaite déployer ces investissements. Donc, il faut le dire clairement et il faut créer un sentiment d'urgence auprès de ces équipes. Il faut qu'ils sentent qu'on est là, le CEO, son COMEX, et que notre volonté, c'est de transformer. Une fois qu'on a dit ça, on rentre là dans le dur, si je puis dire, c'est qu'il va falloir faire ce qu'on appelle le Strategic Workforce Planning. C'est une sorte de gestion prévisionnelle du stock de compétences dont on va avoir besoin pour accompagner la transformation qu'on vient d'indiquer. Donc là, il va y avoir un travail qui est très itératif. Le point 3, c'est de faire à la maille emploi un premier jet de ce que l'on pense qui va se passer sur ces compétences-là et sur ces emplois-là, en lien avec la transformation qu'on a indiquée juste avant. Donc là, Vincent, je veux bien que tu passes à la slide d'après, parce que le graphe de gauche, c'est très schématique, hein, évidemment, mais c'est un travail sur lequel moi, je me suis impliquée personnellement, c'est-à-dire que quand j'ai demandé à mes équipes, après leur avoir expliqué qu'on allait faire de l'IA, du best shoring, de l'optimisation, etc. à grande échelle, je leur ai dit, bon, bah, maintenant que vous savez ça, comment pensez-vous que l'emploi 1, l'emploi 2 va évoluer dans les 5 ans qui viennent? Et en fait, au début, quand on a ces discussions avec les managers, la courbe, elle est à peu près flat. Parce qu'ils sentent bien, peut-être un petit peu légèrement décroissante, ils sentent bien qu'il va y avoir de la productivité, mais bon, ils sont pas sûrs que ça va vraiment marcher. Et donc, progressivement, dans des itérations, moi, mon travail, ça a été de vraiment faire visualiser et donner la confiance à mes équipes que les transformations, on allait vraiment les faire. On allait vraiment mettre des budgets pour faire des POC d'IA, pour introduire de l'automatisation un peu partout. Et donc, progressivement, ce qui s'est passé, c'est que la courbe, elle a descendu et qu'on a fini par se mettre d'accord sur le fait que la courbe qu'on allait suivre, c'est la courbe du bas. Et donc, quand vos équipes visualisent avec la RH que on part d'un stock de tel nombre de personnes sur tel emploi, mais que en vrai,
en lien avec les transformations, cet emploi-là, il va arriver à un niveau qui est beaucoup plus bas dans 5 ans. Il y a évidemment d'autres cas où ça monte parce que, par exemple, sur les projets data, pour faire des projets data et IA, bah, il faut avoir plus de data engineer, etc. Donc, il y a des cas où la courbe monte. Quand vous arrivez à faire projeter vos équipes là-dessus, bah, là, du coup, tout le monde comprend qu'il va falloir faire un redéploiement des compétences. Tant que les courbes sont flattes, on n'arrive pas à mettre en mouvement l'entreprise. Donc ça, c'est le premier travail. Et une fois qu'on se met d'accord sur la tendance générale, à ce moment-là, il faut passer dans un travail beaucoup plus granulaire et qui implique énormément les managers de proximité et les RRH, parce que vous voyez là un exemple, c'est des chiffres fake, mais c'est ce qui s'est passé dans mes équipes quand même, c'est que emploi par emploi et sous-emploi par sous-emploi avec des stocks de compétences bien identifiés, en fait, il faut établir la base de départ avec vraiment le nombre total. On répartit les 15, par exemple, que Julia a dans son équipe. On les répartit par type d'employés. Et puis, on visualise ce qui va se passer à la cible au niveau quasiment de chaque individu. Et quand on fait ça de manière granulaire, bah, on voit effectivement qu'il y a des endroits où c'est rouge et des endroits où c'est vert. Et on voit, Julia, elle voit avec Léonie, elle voit vraiment l'équipe de 15 qu'elle a devant elle, comment il va falloir faire la transformation et l'impact au niveau de chaque individu. Ce travail, il est très, très dur, il est très long et il nécessite que le patron soit là parce que c'est vraiment l'exécution opérationnelle de son plan de transformation. Quand tu dis qu'il est très long, excuse-moi de te couper, c'est-à-dire ça, typiquement, est-ce que tu peux donner un exemple suivant une masse de population, l'enjeu et le temps que ça prend? Moi, en fait, bon, alors ça, c'est quelque chose aussi qu'on construit au fur et à mesure, mais je vais dire que entre le premier moment où je me suis préoccupée de faire ça et le moment où je suis arrivée avec des discussions comme ça sur des tableaux Excel vraiment granulaires où on était là à construire individu par individu comment ça pouvait se passer, c'est plusieurs années. Après, si je prends un emploi, on a fait des POC au début et donc on va dire que une fois que l'organisation a bien compris qu'on était sérieux avec la transformation, je pense qu'en 3 mois, on peut vraiment, si on est bien outillé, etc., on peut vraiment faire la boucle complète. Hein, mais il y a toute une maturation en fait qu'il faut pas négliger. Bon, voilà. Donc, s'il n'y avait pas eu de préalable non plus au sein de ta structure auparavant, il y avait pas, c'était la première fois que vous faisiez ce genre d'exercice aussi, donc tu bénéficies pas non plus du savoir-faire. Okay. Oui, quand je suis arrivée, en fait, les courbes de gauche, il y avait quelqu'un d'ailleurs à la direction des ressources humaines qui avait travaillé sur ces questions de GPEC. Mais les GPEC, elles disaient pas du tout, elles montraient pas du tout ce qui pouvait se passer en fait, parce que les GPEC, elles étaient un peu théoriques. Quand on les faisait faire, on disait pas aux gens pense bien que quand je te demande de faire ta GPEC, je te dis qu'on va vraiment faire beaucoup de projets IA, offshoring, etc. Si on leur dit pas, bah, il n'y a pas de raison qu'ils changent fondamentalement. Ils vont faire de l'incrémentation de gains de productivité. C'est ça qu'ils vont projeter. Mais ils vont pas se dire, tiens, bah, c'est comme si je repartais à zéro et que je démarrais aujourd'hui mon activité avec toutes les nouvelles technologies à ma disposition. Ils se disent pas ça quand ils font une GPEC. Donc, c'est là où je veux dire que tout dépend après de la maturité de vos organisations. Mais ce travail-là, il est fondamental et il faut pas, sinon personne ne se met en mouvement. Tant qu'on voit pas les courbes de gauche bien nettes, personne ne se met en mouvement. Alors, on passe parce que je voudrais, on reviendra aux questions ensuite si besoin. Je voudrais terminer. Donc, moi, voilà, on a nos petits tableaux granulaires. Évidemment, après, on reconsolide pour que chaque niveau hiérarchique sur l'ensemble de ses emplois et l'ensemble de son équipe ait bien la vue sur ce qu'il allait devoir faire. Et ensuite, les étapes 6 et 7, et c'est là que je vais passer la main à mes collègues, mais elles sont fondamentales. Il y a un premier point, le 6, et ça c'est Paul qui vous le détaillera, c'est la question de l'outil et de la stratégie, l'architecture data, de la stratégie IT, de l'ambition de s'équiper d'un outil qui vous permette de gérer ça à grande échelle.
Avant, il n'y avait pas d'outils, on faisait ça sur Excel, on faisait ça dans des corps SIRH, mais qui n'étaient pas à la maille compétente. Enfin bon, c'était pas possible en fait de le faire à grande échelle. Donc maintenant qu'on a tous ces sujets autour de la stratégie data, de l'architecture data, de bien regarder les internes et les externes, parce que si on ne regarde pas les externes, on ne voit pas la moitié des compétences, surtout dans l'IT par exemple, où on a 50% d'externes. Donc il faut vraiment avoir des gens forts au niveau de l'architecture data. Il faut un travail vraiment étroit entre l'IT, la RH et le métier. Ça, c'est Paul qui vous expliquera. Moi, je me suis appuyée sur NeoBrain pour faire ça. Et donc, voilà, c'est très important. Et puis, il y a un autre levier très important qu'il faut concevoir dès le départ, c'est l'ingénierie sociale. Parce que moi, quand j'ai lancé ça, je ne voulais pas faire de plan de départ. Mon sujet, ce n'était pas le plan de départ. En nombre total de personnes, j'avais tout à fait ce qu'il fallait pour employer tous mes collaborateurs. Donc, moi, je ne voulais pas faire de plan social. Ce que je voulais, c'était faire en sorte d'encourager mes collaborateurs à se former pour s'adapter aux emplois de demain. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi à ces questions et j'ai eu pas mal de discussions avec Loïc et qui va vous expliquer immédiatement comment on peut faire pour équiper d'une ingénierie sociale cette transformation des compétences et vraiment envoyer dans l'organisation un message de reconversion, d'adaptation à l'emploi. Voilà, j'ai fait le tour très rapidement, je reviendrai aux questions après, mais je laisse Loïc vous expliquer cette fameuse ingénierie sociale qui appuie tout ça. Merci beaucoup Véronique. Donc effectivement, sur ces plans de reskilling ou de reformation, les deux freins majeurs, on va dire, des dernières années, c'était de dire mais comment fait-on juridiquement? Mais ça, je vais vous l'exposer. Et deuxième point, c'était un point technique. Oui, mais c'est impossible. On peut le faire pour une équipe de 15, mais pas pour 5000. Paul vous expliquera que pour 5000, lui et sa solution NeoBrain savent faire. En ce qui me concerne, sur l'optimisation juridique et sociale, c'est possible. Oui, c'est possible. Quel est le point de départ? Le point de départ, c'est la prise en compte des besoins de l'employeur dans le cadre de ses plans de formation, de transformation, versus les obligations légales. Que doit-on prendre en compte? Assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, veiller au maintien de leur capacité à occuper le poste. Ce qui veut dire identifier les impacts en matière de poste de travail et de charge de travail, ce que disait Véronique. Et ça veut dire que l'employeur va définir de manière unilatérale l'organisation cible et les moyens nécessaires. Mon organisation, elle était un point A. Sur le papier, je la mets sur un point B. C'est une organisation cible, on va dire entre guillemets, rêvée à la fois par les CEO et par les RH. Et ensuite, notre travail sur le terrain juridique, c'est les modalités d'accompagnement des collaborateurs. Pour vous donner un exemple précis, si on passe Vincent, un exemple précis, c'est de dire pour chaque collaborateur, on va passer d'un point A à un point B ou un point C. Le point A, dans l'exemple qu'on vous donne sur le slide, c'est un collaborateur qui est gestionnaire de back-office et qu'on va amener après 1, 2, 3, 4, 5 années, ça c'est tout le travail qui est fait avec Paul et NeoBrain, vers un poste de business analyst. D'un point de vue juridique, un collaborateur est embauché à T0 comme gestionnaire back-office avec un salaire et un temps de travail. Ce sont des éléments essentiels de la relation de travail. L'employeur ne peut pas le lendemain dire tu n'es plus gestionnaire back-office, mais tu es business analyst. Ton salaire n'est plus de 2400 € mais est, exemple évidemment théorique, 2800 €. Et puis tu vas rigoler en plus, tu n'es plus à 35 heures, mais tu passes à 42 heures. Ce sont des éléments essentiels de la relation de travail. Dans un équilibre de bonne foi entre l'employeur et le salarié, bien évidemment, toute modification d'un élément essentiel de la relation de travail nécessite l'accord du collaborateur et donc un avenant au contrat de travail. Nous sommes tous d'accord sur ce point-là. Néanmoins, le Code du travail prévoit la possibilité, et on va voir même l'obligation, pour l'employeur de former le collaborateur à l'évolution de son emploi. Et ce faisant, les décisions de justice, la jurisprudence a donné un curseur aux alentours de 30%. C'est-à-dire que moi, employeur, je peux imposer à mes salariés une évolution de leur emploi, une évolution de leurs tâches,
notamment à travers la formation, qui va amener une évolution du contenu de job de l'ordre de 30%. Ça doit être évidemment accompagné par de la formation pour aller vers la réussite. Mais c'est tout l'objet de notre webinaire, puisque comme l'a dit Véronique, nous, notre vision des choses, c'est de sortir aussi d'une vision plan de sauvegarde de l'emploi, licenciement, réduction d'effectifs, embauche. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut sortir de cette vision-là? Si on passe Vincent, parce qu'un plan de sauvegarde de l'emploi, vous le savez, d'abord, ça a des risques, un certain nombre de risques, un certain nombre de contraintes, on va dire, pas incontournables, mais enfin néanmoins un certain nombre de risques et de contraintes. Mais ça a surtout des coûts de départ, et après vous avez des coûts de recrutement, et après vous avez des coûts de onboarding ou, on va dire, d'intégration au sein de la société. En face de ça, il y a une possibilité, et cette possibilité, elle est prévue et elle est définie par le Code du travail, par l'article L6321-1 du Code du travail, qui nous indique, je cite, que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Et donc, finalement, l'outil juridique que nous avons, c'est la mise en place d'un plan de formation globale où je vais imposer positivement, pour moi, imposer, ce n'est pas négatif dans mon vocabulaire, je vais imposer positivement aux collaborateurs de se former. Et ça veut dire que je vais avoir un grand plan de formation, comme l'a indiqué Véronique et comme Paul vous l'exposera, où je vais effectivement contraindre, mais là aussi positivement, le salarié à se former, et je vais donc accompagner le collaborateur vers l'évolution de son emploi. Les points positifs sont, déjà, le collaborateur qui est au poste connaît l'entreprise. Il est dans l'ADN de l'entreprise, il a l'historique. Aujourd'hui, un employeur qui met en place un plan de formation global comme ça est dans une logique de responsabilité sociale. Il assure l'employabilité des collaborateurs et il développe sa marque employeur. Et par ailleurs, on pourrait faire les calculs ensemble si vous le souhaitez, mais les premiers calculs que j'ai faits de mon côté, le coût d'un plan de formation est sans doute à 20 ou 25% des coûts actuels de plan de départ. En revanche, comme l'a dit Véronique, c'est un plan. Donc, c'est un plan global. Il doit être soutenu par la direction générale, il doit être validé par le comité exécutif et il doit être déployé comme si on déployait un plan de sauvegarde de l'emploi. Des moyens, de la communication, une équipe projet, une task force. Si on passe Vincent. Donc, l'outil juridique, je l'ai et il me permet de mettre en œuvre unilatéralement ce plan de transformation, ce plan de reformation, avec les limites que j'ai données sur le slide illustratif de l'ordre de 30%. Mais comme vous l'avez vu sur le slide, je peux faire 30% en 2024, 30% en 2025, 30% en 2026. Et ça veut bien dire que sur une durée de 3 ans, sur la population concernée, j'aurais pu faire évoluer mes collaborateurs dans des proportions très importantes. Ce faisant, je rassure leur emploi. Ce faisant, j'assure pour l'entreprise d'avoir les bonnes ressources au bon niveau. Et ce faisant, je travaille ma compétitivité. Donc, c'est vraiment gagnant, gagnant, gagnant. Dans le pilotage juridique, et on a appelé ce slide comme ça, on a des opportunités qui sont récurrentes. Qu'est-ce qu'on a comme opportunité récurrente? Le premier point, c'est l'information-consultation des représentants du personnel sur la marge générale de l'entreprise. Je veux dire, aujourd'hui, dans la marge générale de l'entreprise, indiquer comment on va évoluer, sur quel marché on va, c'est une obligation légale. Et à travers cette obligation légale, on va justement déployer le plan de formation. Et le texte, je vous ai mis l'extrait du texte, mais je dirais, il suffit de le lire. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation. On est bien en train de parler d'organisation du travail. Il est par ailleurs informé et consulté sur les conditions d'emploi, de travail et la formation professionnelle. C'est exactement ce dont nous sommes en train de parler. Donc, ça permet par ailleurs, dans le cadre des relations avec les partenaires sociaux, là aussi d'être dans quelque chose de gagnant-gagnant. Transparence, exposer des choses, responsabilité sociale. La deuxième opportunité qui nous est donnée par le Code du travail, c'est l'information-consultation de ces orientations stratégiques. Et là, c'est une grosse opportunité. Dans le cadre des orientations stratégiques, expliquer qu'on va aller sur tel ou tel marché,
qu'on doit faire évoluer nos compétences et nos collaborateurs vers tel ou tel métier. C'est bien l'objet des orientations stratégiques. Là, de la même façon, il suffit de lire le texte. Que nous dit le texte? On doit informer et consulter sur les conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences. Là, on est bien en train de parler depuis tout à l'heure de l'évolution des métiers et des compétences. Donc, on a ces opportunités juridiques, et là, j'insiste sur un point. Ces deux opportunités juridiques sont des opportunités que je vais appeler unilatéralistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'employeur qui va travailler en chambre, qui va mettre en place un plan de transformation, et ensuite, il vient vers les partenaires sociaux et ou les organisations syndicales. On le verra dans 2 minutes parce qu'on a un outil aussi qui peut être plus dans la négociation. Mais là, je suis bien sur un outil unilatéraliste. Ça veut dire que je n'ai pas l'obligation d'avoir une signature des organisations syndicales représentatives. Non pas que ça soit en opposition par rapport aux organisations syndicales représentatives, bien évidemment, mais on sait aussi que dans certaines organisations, on peut avoir une concertation, mais on n'aura pas nécessairement une signature. Donc, on est vraiment là sur 2 outils juridiques, de support juridique, ce que j'ai appelé 2 opportunités récurrentes de mettre en œuvre un plan de transformation tel qu'on vient de l'évoquer. Et le 3e outil juridique, c'est un outil de négociation à travers la négociation de l'accord collectif de GEPP. Ensuite, comme disait Véronique, on est sur une GEPP qui va être un petit peu différente de ce qu'on connaît. Moi, mon sujet, c'est pas dire il y a des emplois sensibles, il y a des emplois fragilisés, il y a des emplois émergents, et puis on va prévoir telle et telle mesure. Non, là, on est dans un degré de capillarité, comme disait très justement Véronique, beaucoup plus précis. Et ça, c'est le travail et l'outil développé par Paul Courteau et NeoBrain. On est à l'emploi. Et donc, quand je viens dans mon accord GEPP, je ne viens pas avec des grandes idées, des grandes catégories. Si on est 5000, je viens avec un tableau Excel de 3000 lignes. Et en face de ces 3000 lignes, à 3 ans, j'ai expliqué ce que je vais faire. Et là, on peut être dans la concertation, dans la discussion avec les partenaires sociaux, qui m'apparaît hyper positive, puisque je suis en train d'assurer l'emploi. Je suis en train d'assurer l'emploi. Je suis en train d'assurer l'employabilité, presque interne-externe. Je suis en train de dire aux salariés, avec ce plan de transformation, quelque part, je vous assure un job chez moi, mais aussi demain, si vous le souhaitez, ailleurs. Donc, je suis en responsabilité sociale globale vis-à-vis même de l'employabilité, de la compétitivité de mon entreprise, mais globalement on va dire de la France. Donc, pour moi, c'est que des éléments qui sont extrêmement positifs dans une vision marque l'employeur, dans une vision responsabilité de la société. Et là, j'ai l'outil juridique, une fois de plus, qui est un accord de GEPP, mais c'est un accord de GEPP que je vais qualifier d'opérationnel. Dernier point pour finir, avant de passer la parole à Paul. Les acteurs, quels sont les acteurs de cette transformation? Véronique l'a déjà dit, mais j'insiste dessus, en concertation avec Véronique et Paul. C'est un plan de transformation. Ce n'est pas un petit plan de formation. Non, c'est un plan de transformation. Ça veut dire qu'il faut un alignement de la direction des ressources humaines, avec la direction de la transformation, avec la direction de la stratégie et avec la direction financière. Petit clin d'œil, la direction financière sera très contente, ça coûte beaucoup moins cher. Et il faut évidemment un sponsoring fort de la direction générale sur le sujet, en disant effectivement, attention, on va se fixer une ligne de temps, une timeline, on va la respecter, il y a un rétro-planning. C'est pas oui, il faudrait former les gens pour les… Non. Quelle population? Quel rétro-planning? Quel plan de formation? On a quelque chose de très rigoureux, contraignant, coercitif, mais pour moi, ce ne sont pas des vocabulaires négatifs, puisqu'une fois de plus, c'est pour assurer l'employabilité des collaborateurs. Et effectivement, dans ce cadre, dernier mot, dans ce cadre, jusqu'à maintenant, c'était, comme l'a exposé Véronique, compliqué, parce qu'il fallait faire à la main un tableau Excel de 3000 lignes. Quelles sont les compétences des collaborateurs, avérées, réelles? Quelles sont les compétences nécessaires pour demain? Et comment je fais les passerelles? Travail qui, effectivement, demandait des mois et des années. Et aujourd'hui, les solutions technologiques permettent de le faire dans une durée très courte, avec un niveau de fiabilité très important et un niveau d'opérationnalité, puisqu'une fois de plus, on est dans des plans de transformation, des plans de déploiement extrêmement réels, ce que va exposer Paul. Merci Loïc. Effectivement, si on fait un zoom arrière,
sur la mise en œuvre de ce plan de transformation qu'a très justement décrit Véronique et Loïc, il y a différents mouvements que l'entreprise doit donc opérer en même temps. Et jusqu'à présent, ces plans de transformation ont amené l'entreprise d'un point A à un point B parce que c'était le rythme du changement. Donc, on avait en même temps des compétences émergentes de la relocalisation et de l'autre côté, des sorties de l'automatisation, les fameux gains de productivité dont parlait Véronique, des compétences qui deviennent obsolètes, de la délocalisation, ou aussi appelé offshoring. Donc, tous ces mouvements jusqu'à présent sont orchestrés quasiment en silo. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a souvent dans ces plans de départ volontaires d'un côté des sorties et très peu d'entre eux vont pouvoir être redéployés en interne. Donc souvent, on voit qu'il y a ces deux mouvements qui se passent un peu en silo. Sauf que ce qu'on voit, c'est que chaque mouvement, effectivement, porte un coût significatif, que chaque sortie entraîne une perte de connaissances et que chaque nouvelle arrivée, comme le disait Loïc, implique une montée en compétences, une compréhension de la culture de l'entreprise, des modes opératoires. Donc, ces mouvements prennent beaucoup de temps et coûtent en réalité très cher. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la nouvelle gymnastique, et c'est pour ça qu'on parle de redéploiement continu, c'est que cette nouvelle gymnastique, elle doit se faire en continu et elle a 3 bénéfices principaux, c'est-à-dire d'aller identifier parmi les compétences obsolètes, automatisées ou délocalisées, celles qui peuvent être redéployées sur des compétences d'avenir. Il y a 3 bénéfices. Le premier, effectivement, c'est une réduction du coût des recrutements. On voit qu'en mettant ce type de démarche, on arrive généralement dans les 9-12 premiers mois à aller chercher un poste sur 2 pourvu par un candidat interne versus un poste sur 4 avec une approche traditionnelle. Le deuxième, c'est une réduction des coûts de sortie des effectifs, alors de licenciement pas que, mais en tout cas de coûts de sortie des effectifs, en permettant de redéployer 50% des compétences en interne versus 10% dans une approche traditionnelle où on fait sortir à droite et on recrute à gauche. Et donc ça permet justement de poser le bon niveau d'équilibre et le bon mix, le juste mix entre les recrutements externes qui apportent des compétences nouvelles et des compétences internes qu'on va pouvoir redéployer sur d'autres métiers. Et enfin, le troisième, et qui est sans doute celui qui crée le plus de valeur pour l'organisation et qui permet justement d'aligner toute l'entreprise, y compris le CEO, enfin toute l'entreprise et les métiers là-dessus, c'est d'accélérer l'allocation des ressources sur les emplois qui créent le plus de valeur. Et donc, notre définition du fameux redéploiement continu, c'est l'art pour nous de transférer des salariés d'activité en déclin vers des domaines d'avenir. Et donc, ça permet donc que ce fameux gisement de productivité qu'on voit souvent, Vincent parlait dans les rapports de McKinsey, par exemple, en disant l'IA peut générer 30%, 40% de productivité. La réalité, c'est que l'entreprise met beaucoup de temps à le voir, à l'observer, à le rendre tangible. L'entreprise, d'un coup, ne va pas augmenter de 40% son EBITDA, ça n'arrive jamais, ça n'arrive jamais. Et donc, parce que justement, et c'est tout le phénomène que Véronique a décrit, il faut opérationnaliser ça sur le terrain auprès du salarié et du manager, qui souvent peut être un peu pris entre le marteau et l'enclume dans cet exercice. Et donc, c'est ça qu'on va vous montrer concrètement. L'objectif, c'est de passer de cette démarche-là à la manière dont on peut opérationnaliser tout ça. Et c'est là le levier que je souhaite vous montrer, c'est comment l'intelligence artificielle peut aider et notamment en partant d'abord du point de vue du salarié, peut l'aider à identifier des parcours et des passerelles auxquels il ne penserait pas jusqu'à présent. Voilà. Et ça, c'est un des leviers clés pour justement opérer ce redéploiement continu, donc en passant de la théorie à la pratique. Donc, Vincent. Je lance le média. Super. Donc, notre point clé, c'est finalement, en tant que salarié, comment se traduit donc ce parcours et comment est-ce que l'outil et comment est-ce que Neobrain, grâce à l'IA, peut accompagner ce chemin. La première action, ici, si on prend, alors ici, ça s'appelle Joséphine, mais ça pourrait être notre chère Léonie de Véronique tout à l'heure. Finalement, on prend le salarié. La première clé, c'est d'abord d'aller identifier les compétences qu'ici Joséphine possède et celles qu'elle souhaite développer demain. Donc, c'est le premier niveau, c'est déterminer son portefeuille de compétences. Pour ça, on va lui permettre d'aller importer son CV ou de connecter son profil LinkedIn. Et notre IA va traduire son parcours en compétences qu'elle a développées. Et là, l'exercice, il est clé parce que si chacun autour de cette table virtuelle faisait l'exercice d'imaginer ou de décrire les 15 compétences que vous développez au quotidien, c'est un exercice très complexe. Et donc, c'est là l'intérêt de l'IA, c'est le premier
verrou qu'on lève, c'est grâce à tous les benchmarks qu'on analyse dans plus de 50 pays différents, toute l'analyse des offres d'emploi, des rapports prospectifs que notre IA ingère, on est capable de manière assez fine d'aller identifier les compétences développées par chaque salarié. Donc, on l'aide à mettre des mots sur les compétences que ici Joséphine a développées. On va lui demander de s'auto-positionner sur son niveau de maîtrise et son degré d'appétence, qui ici est le point clé de cette démarche. C'est-à-dire que le niveau de maîtrise de la compétence, c'est le facteur ou la variable sur laquelle on va travailler avec le plan de reskilling. La motivation, ça c'est intrinsèque, c'est quelque chose dont on doit tenir compte de cette variable, de cet ingrédient, si on veut effectivement que ce plan se mette en place et qu'on passe de la projection théorique en 3 étapes à une mise en œuvre pratique dans laquelle les salariés vont s'engager et surtout aller jusqu'au bout de cette démarche de reskilling qui va demander de l'énergie et de l'intensité intellectuelle. Donc, grâce à ces 2 dimensions, maîtrise, motivation, alors un point qui est important, c'est que là, je vais sauter cette étape, mais dans cette logique, le niveau de maîtrise, on implique le manager dans cette démarche. C'est ce qui va justement permettre, dans l'exemple que partageait Véronique, de mettre autour de la table le salarié et le manager, ce qui va faire que le manager va du coup gagner une vue d'ensemble des compétences maîtrisées, possédées par son équipe, mais aussi de leurs appétences. Ça va permettre d'orchestrer et d'avoir cette discussion. Grâce à ce portefeuille, on va projeter les compétences de Joséphine ici par maîtrise et motivation. Donc en vert, ce sont les compétences sur lesquelles Joséphine souhaite capitaliser. Elle est douée, elle souhaite continuer à les mobiliser demain. En bleu, elle souhaite se former, ça tombe bien, c'est exactement l'objet du plan de reskilling. Donc ça donne un vivier de compétences à développer. Orange ou rouge, elle a beau être une experte, elle ne souhaite plus les mobiliser demain. Et ça, c'est clé d'en tenir compte justement dans les propositions qu'on va lui faire. Et donc c'est l'étape suivante, c'est d'aller lui présenter tous les métiers disponibles. Donc on a en amont intégré l'organisation cible que Loïc a décrite, donc c'est-à-dire qui a été définie de manière unilatérale en disant voilà l'organisation cible, voilà comment les métiers vont se découper. Et grâce à ça, Léonie, en l'occurrence ici Joséphine, un double nom, va pouvoir identifier sur chaque métier, ici sur un métier qui lui est proposé, qui semble être en adéquation avec ses compétences, qui va nécessiter quelques compétences à développer. Elle va pouvoir identifier les compétences sur lesquelles elle peut capitaliser, ainsi que les 2-3 priorités sur lesquelles se développer. Et le point clé décrit par Loïc, c'est cette fameuse galaxie. C'est le moment où on va justement projeter le salarié et poser autour de lui 3 cercles de métiers. Les métiers qui nécessitent 30% de reskilling, 60% et 90%. Et ça, c'est la mise en œuvre opérationnelle de ce plan. C'est que ici, Joséphine ou Léonie va pouvoir identifier par rapport à un métier, une idée qu'elle a en tête, à quelle distance ça se trouve d'elle aujourd'hui, quel est le chemin pour y arriver, est-ce qu'il y a peut-être des étapes intermédiaires. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir embarquer le salarié dans cette démarche. Donc ça, c'est la vision du salarié. Bien sûr, cette approche, là, ça permet, ce que Loïc décrivait, c'est une approche en bon français qu'on appelle push. On vient pousser les gens à se former. Là, on est dans une approche pull, où on vient justement donner envie et projeter le salarié. Bien sûr, dans la démarche amont de planification des mouvements qui peuvent être orchestrés, cette démarche des 3 cercles autour du salarié, ça c'est quelque chose qu'on met à la main, bien sûr, des équipes RH et des managers pour pouvoir identifier pour chaque salarié des passerelles envisageables. Mais on va jusqu'à donner ça en lisibilité auprès du salarié pour qu'il puisse se projeter dans l'organisation cible. Et en projetant, et ça c'est un point important, plusieurs parcours, le parcours le plus court, le plus motivant ou le plus enrichissant. Et ces 3 typologies de parcours vont permettre à Joséphine de personnaliser son chemin. Et enfin, cette fois-ci, développer les compétences manquantes, on va ici se connecter aux différentes sources de formation présentes dans l'entreprise ou à l'extérieur pour aller identifier par rapport à la cible, ici Retail Performance and Operations Coordinator, quelles sont les compétences à développer et les formations qui vont me permettre d'y arriver. Et donc, grâce à ça, je peux construire et individualiser le plan de développement du salarié. Alors, vous allez me dire, cette formation-là, il existe dans tous les plans de reskilling qu'on a observés. Et il faut avoir en tête que pour amener un salarié jusqu'au bout, il y a un modèle, une méthode qui marche de manière assez efficace. C'est la technique du 10-20-70, c'est-à-dire 10% de ce qui va être appris va se faire avec des contenus de formation de ce type en classe. 20% va se faire en échangeant avec ses pairs et 70% va se faire en passant à l'action et en participant à des initiatives concrètes. Et donc, un des points pour que ce plan de reskilling fonctionne, c'est d'aller
faire émerger des initiatives et des opportunités. C'est ce que Véronique m'a expliqué la première fois. Nous, on avait mis en place NeoBrain, effectivement, on est dans la banque de Véronique. Et ce qu'on n'avait pas vu, c'est à quel point c'était l'importance, quand on a vraiment compris comment les managers s'étaient emparés du système et comment tout ça s'était mis en œuvre, c'est l'importance de faire émerger des initiatives et des projets sur lesquels les gens vont pouvoir participer à 10-20% de leur temps pour commencer à développer et à mettre en œuvre ces nouvelles compétences. Et donc ça, c'est un point important. Donc là, je vous montre ce volet, mais le volet suivant, qui est clé, c'est de connecter les gens aux bonnes opportunités, donc de postes ou de projets, qui va lui permettre de mettre toutes ces compétences en pratique. Donc voilà la dimension clé. Il y a un dernier point, je pense, sur ce volet outils, avant de faire une synthèse et de passer aux questions. C'est la personne clé dans ce dispositif, c'est bien sûr d'abord d'embarquer le salarié, mais c'est le manager. Le manager, encore une fois, il a le risque, c'est qu'il se trouve entre le marteau et l'enclume. Donc, un des outils qu'on utilise aujourd'hui, notamment grâce à l'IA, c'est sur ce fameux 70% de développement qui va se faire au poste de travail, sur le poste de travail concrètement. Là, on essaie d'équiper le manager pour faire en sorte que le manager, on lui donne des idées d'action qu'il puisse mettre en œuvre sur le terrain auprès de son équipe, qu'il puisse suggérer. Voilà. Et passer d'une approche où souvent on fait une liste de souhaits de formation quand le salarié dit je veux me développer là-dessus, ou c'est justement la trajectoire dans laquelle je vais aller. Le manager souvent fait une liste de souhaits tiens, voilà 3-4 formations que tu peux suivre. Or, on essaie d'équiper le manager pour qu'il ait un impact encore plus fort sur le développement de son équipe en lui donnant des idées d'action. Par exemple, je souhaite développer ma prise de parole en public. Très bien, tu peux peut-être animer la prochaine réunion d'équipe et faire une synthèse ou faire une synthèse devant l'entreprise des 3 grandes priorités de notre département. Voilà. Et de donner des idées pour que le manager puisse trouver des actions concrètes. Voilà en synthèse comment on a bien sûr exploré 10% de la solution NeoBrain, mais si on voulait vous faire une synthèse un peu concrète de à quoi ressemble la mise en œuvre de tout ça. Maintenant, si vous devez retenir 6 points clés avant qu'on passe aux questions pour que ce redéploiement continu se passe de manière réussie. D'abord, c'est effectivement un alignement stratégique, donc CEO, CFO, CEO, DRH, pour que ça devienne ce soit un vrai projet d'entreprise. Ça, c'est un premier point. Deuxième, c'est une gouvernance forte de ce type de projet, avec des indicateurs, avec du pilotage fin. Le troisième, c'est l'investissement justement dans les solutions et dans vos données. En fait, aujourd'hui, les entreprises ont des mines d'or de données souvent présentes dans les systèmes d'information, dans les SIRH, qui sont souvent assez inexploitées, qui permettent déjà d'aller déduire un certain nombre d'informations sur les compétences présentes, sur celles qui sont en train de bouger dans l'entreprise. Donc, c'est de bien investir sur ce volet, notamment en lien avec l'équipe SIRH, qui doit être embarquée là-dedans. De s'appuyer, de tirer profit de l'IA, qui peut vous aider à individualiser justement la mise en œuvre de ce plan d'action. Ce que disait Loïc, c'est que ça peut bien marcher. Ça paraît évident comme démarche sur 20 personnes. Pour le faire sur 5000, en l'occurrence ici, sur plus de 10 000 personnes, ce qu'on a mis en place avec Véronique, c'était important l'IA va permettre d'individualiser la relation et d'orchestrer ça à grande échelle. Et enfin, le point majeur ici, c'est la stratégie sociale qu'a décrit Loïc, avec cette opportunité, moi, qui m'a interpellé la première fois que Loïc m'a expliqué ça, c'est la capacité de reskiller 30% des compétences d'un salarié par an sans avoir besoin de manière unilatérale. Et donc, ça permet de pousser les gens à se former et de faire en sorte que tout ça, ce plan se mette en œuvre au bon rythme. Et enfin, de mettre en place une logique de pilotage du ROI, c'est-à-dire de se dire est-ce qu'effectivement l'entreprise a gagné les gains de productivité escomptés pour que ça devienne, pour que ce type de projet se pérennise dans le temps. Voilà les 6 points clés en synthèse. Et donc là, on va passer aux questions. Oui. On démarre par. Alors bon, on va faire de manière chronologique. On a Assia qui demande qu'en est-il du refus du salarié de signer un éventuel avenant. Les changements de 30% par an doivent s'accompagner d'avenants ou cela n'est pas nécessaire puisque cela passe devant les organisations syndicales. Alors c'est plutôt l'attention de Loïc, je suppose. Oui, exactement. Alors, à partir du moment où je suis dans une évolution de l'emploi qui ne matérialise pas juridiquement une modification du contrat de travail, je n'ai pas d'avenant à signer. Donc, je n'ai pas de débat d'acceptation, de refus de l'avenant. C'est ce qu'on a indiqué sur le plan de transformation. Il est juridiquement unilatéraliste. C'est-à-dire que je l'impose au collaborateur. C'est une évolution de son emploi qui s'impose à lui, qui va passer par un simple, entre guillemets, courrier unilatéral, voire courriel. On peut évidemment, comme indiqué Paul, et quand je dis évidemment, il faut le faire, intégrer des notions de motivation, intégrer pourquoi pas un premier temps de volontariat,
Mais d'un point de vue juridique, on est bien sur une évolution de l'emploi qui s'impose aux collaborateurs sans avenant. Ouais, il faut certainement un peu de pédagogie aussi avec tout ça, mais bon, juridiquement, ça fonctionne comme ça. Exactement. Ok. Autre question d'Elisabeth. En amont, comment allez-vous identifier les activités qui allaient se transformer et pour lesquelles vous n'aviez pas les compétences, IA notamment? Je peux peut-être la prendre, celle-là. Volontiers. Donc en fait, moi, je suis arrivée dans cette banque avec toute une expérience préalable et notamment deux facteurs clés. Le premier, c'est d'avoir vu dans d'autres pays les mêmes métiers et notamment des pays très avancés en termes d'IA. Donc, je suis arrivée dans cette banque avec ma connaissance de la façon d'exercer ce métier dans des pays où c'est très automatisé. Donc, techniquement, je savais qu'un certain nombre de métiers étaient automatisables. Et puis, la deuxième chose aussi qu'on peut faire si on ne voyage pas à l'étranger, dans ces pays-là, c'est de regarder dans les startups comment sont faits ces mêmes métiers. Parce qu'en fait, le problème qu'on a dans les grosses organisations, c'est que on a tout un historique, donc on n'est pas forcément, on a construit l'historique à des moments où les technologies n'existaient pas, où certains leviers de transformation n'existaient pas. Donc, si vous voulez, au début, moi, un certain nombre de métiers, quand je faisais les fameuses réunions où on essayait de se caler sur la projection, je savais très bien que le métier d'un employé back-office, c'était automatisable de manière très importante, ou si c'était pas automatisable, ça pouvait être fait à d'autres endroits de manière beaucoup moins chère. Donc, il y a quand même un côté où il faut avoir un travail préalable de recherche ou de renseignement, de discussion avec d'autres entités. Bon, après, une fois qu'on a dit ça, maintenant, si vous voulez, on sait que pas mal des métiers qu'on a dans les entreprises, ils sont impactés de manière très importante potentiellement par l'automatisation et l'IA. Donc il y a beaucoup de recherches, et puis d'ailleurs, Paul et Vincent vous donneront certainement le QR code à la fin qui permet d'évaluer ça. Mais en fait, quand on démarre ça aujourd'hui, il faut se dire que c'est un point enfin, au moins 25% des tâches de quelqu'un peuvent être automatisées ou par l'IA, et c'est même pas forcément l'IA très compliqué, hein. Il y a des tas d'automatisation de base qui sont pas appliquées dans les entreprises. Donc moi, je dirais, il n'y a pas besoin d'y passer trop de temps. Il faut partir du principe que notre cible minimum, c'est d'automatiser 25% des activités. Parce qu'il y a d'autres moyens pour identifier justement ces pans d'activité. Alors, on parle d'automatisation, il peut y avoir aussi les questions de durabilité, de sustainability, ce genre de choses-là aussi en parallèle. Je pense peut-être un point en complément de ce que dit Véronique sur l'identification des compétences manquantes sur l'IA. Je pense à un exemple qu'on peut partager, je pense sur lequel on fera un peu de webinaire ou autre pour présenter ça. C'est ce qu'on a fait au sein de la Française des Jeux. Et ça, c'est un vrai sujet sur lequel on a beaucoup de métiers IT, de développeurs, etc. Donc, ils sont en plus au cœur de l'impact. Mais pas que, il y a le marketing, il y a plein d'autres métiers, les métiers commerciaux. Et là, on a fait une approche où on a compilé une trentaine de rapports prospectives, que ce soit des outils comme Gartner, BCG, McKinsey, autres systèmes. Donc, on a compilé un certain nombre d'insights de ce type. On a aussi analysé la manière dont les offres d'emploi, dont les compétences avaient bougé dans les offres d'emploi. C'est-à-dire qu'on prend un métier dans lequel l'IA est demandé, un métier dans lequel il n'y a pas un métier plus traditionnel, opéré de manière plus traditionnelle, et on regarde les différences. Et ça nous permet d'identifier quelles sont les compétences qui vont émerger, donc les nouvelles compétences, et quelles sont celles aussi qui disparaissent. Donc ça à minima, ça donne des idées, des pistes là-dessus. Maintenant, la manière dont beaucoup d'organisations fonctionnent, c'est qu'elles posent à plat leur processus, elles raisonnent d'abord activité, elles regardent, donc elles prennent ça à plat, elles raisonnent d'abord activité, et après elles traduisent pour que toutes ces activités, cette somme d'activités soit automatisée, quelles sont les nouvelles compétences qui vont devoir être développées. Voilà. Donc il y a plusieurs approches, mais effectivement, ce qu'on va vous partager à minima, c'est cette liste sur 100 métiers
qu'on a préparé, qu'on a mis de manière publique, l'impact de l'IA sur ces 100 métiers et les nouvelles compétences à développer. Tout à fait. Maintenant, on passe à des questions qui sont vraiment centrées sur la solution NeoBrain. On a Hervé qui nous dit, pour financer les parcours de formation, il existe de nombreux dispositifs, mais qui nécessitent que la formation soit certifiante. Il est donc utile d'identifier les blocs de compétences, des certificats. Est-ce que ce répertoire est accessible aux outils NeoBrain, au sein des outils NeoBrain? Ouais, alors c'est un point. Alors NeoBrain, on est agnostique sur les sources de données de formation qu'on va intégrer dans le système. Donc oui, effectivement, on peut intégrer à la fois tout le RNCP, ce qu'on a fait pour une branche d'un grand constructeur automobile, notamment pour toute la partie alternance, apprentissage, etc. Donc là, on intègre tout le bloc, toutes les données présentes au sein du RNCP. On a aussi des sources externes, ce qu'on a fait d'ailleurs au sein de Natixis avec LinkedIn Learning par exemple, ou d'autres outils de contenu de formation qui vont pouvoir accélérer sur des nouvelles compétences ou des nouveaux blocs de compétences qui n'auraient pas encore une formation déclarée au sein du RNCP. Donc, mais effectivement, oui, tout ça est accessible. Je voudrais, pardon de te couper, je voudrais compléter sur le début de la question parce que moi, mon expérience quand je suis arrivée, puis même dans mes banques précédentes, les discussions qu'on avait, c'était des discussions où on discutait du budget formation par employé et on cherchait à minimiser le budget formation par employé. Il y avait un budget qui avait été décidé en centrale. Et puis, on calculait combien ça faisait par employé et tout le jeu était de réduire le budget formation. Moi, je crois que c'est une mauvaise approche, ça, parce que en fait, le ROI de cette opération, c'est dans ce que je vous ai expliqué au début. On se retrouve avec une Julia qui manage aujourd'hui un budget d'1,5 million, alors qu'en fait, en vrai, si on active tous les leviers, ça pourrait ne coûter que 700 000 ou 800 000. Et donc, tous les ans, en gros, à force de ne pas transformer, on dépense 800 000 de trop. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que au début, j'ai dit, bon, bah, OK, notre objectif, ça va être de faire le travail de l'équipe de Julia très bien, mais pour 800 000 au lieu de 1,5 million. Et le 700 000 que je dégage, je vais l'utiliser pour payer des formations pour mes employés, pour payer les projets d'automatisation et d'IA, etc. Et puis pour payer du développement de nouveaux métiers que je ne fais pas aujourd'hui et qui seraient bien mieux pour mes clients, mon service client, etc. Et donc, en fait, on voit bien tout de suite que la discussion, c'est plus de minimiser le budget formation parce qu'en fait, le ROI de cette formation, il est énorme. Simplement, il faut que le métier, c'est là qu'on revient sur l'idée que tout ça s'inscrit dans un plan de transformation. Le ROI, c'est le métier qui va le donner parce qu'il est assis sur 700 000 par an d'argent qui est dépensé pour rien. Et au lieu d'investir ce 700 000 dans des choses qui vont créer encore plus de revenus pour l'entreprise par la suite. Voilà. Donc, je veux dire, il faut vraiment sortir de cette idée que la formation, c'est un coût. La formation, c'est un investissement et c'est vraiment un investissement qui est rentable. Donc, moi, je ne sais pas s'il faut payer des formations certifiantes ou quoi. Moi, mon sujet, c'est que je prends ce qui est nécessaire. Parfois, j'ai mis des 10 000, 15 000 euros de budget pour reskiller quelqu'un parce que, en fait, c'était 15 000 pour le reskiller sur un emploi qui allait me servir à quelque chose de productif. C'était pas cher par rapport au coût que je le payais aujourd'hui à faire quelque chose qui, en fait, aurait pu être automatisé. C'est un bon point. Toujours sur la solution, Elisabeth. Alors, on a encore 3 questions, donc faut qu'on évite. Comment se fait le lien entre le référentiel de compétences existant au sein de l'entreprise et la liste des compétences proposées par NeoBrain? Ça, c'est Paul. Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on commence on part toujours de la base de compétences qui est préexistante. C'est que s'il y a des bouts de référentiel, des choses préexistantes, on part de ça. On récupère également toutes les offres d'emploi qui ont été diffusées dans l'entreprise, qui nous permettent de comprendre sur chaque métier qu'est-ce qui était recruté, qu'est-ce qui était décrit, etc. Donc, on part de vos données et NeoBrain va vous proposer des recommandations d'amélioration, d'optimisation du référentiel sur cette base finale validée par vos soins. C'est là où c'est ce référentiel validé qui sera après exposé et présenté auprès des salariés et des managers. Donc, vous avez toujours la main. La solution NeoBrain ne va jamais bypasser vos décisions d'entreprise d'afficher telle ou telle compétence. Okay.
Donc, compétences, maintenant, motivation par Thierry Moussa. Est-ce que la motivation telle que déclarée par les salariés est prise en compte directement ou doit-on la valider pour s'assurer du côté réaliste des évolutions de carrière? Alors, il y a deux dimensions. La motivation liée aux compétences, elle est prise en compte directement, parce que ça, on part du principe que c'est vraiment une dimension personnelle, c'est-à-dire que j'ai envie de développer cette compétence, que ce soit réaliste ou pas, c'est de toute façon, même avant l'outil ne va pas changer les choses. La personne avait déjà ses attentes, c'est juste qu'on vient collecter cette information et on peut en faire quelque chose. Donc, la motivation liée aux compétences, c'est pris tel quel. Par contre, la motivation, l'envie d'évoluer dans telle et telle direction de carrière, ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, est validé avec le manager, discuté avec le manager et son RRH, généralement, avant que ce soit validé et mis en œuvre. Ok, et dernière, il est 30 même. Vous avez indiqué que les managers de proximité sont essentiels dans le succès de l'exécution de telles transformations. Recommanderiez-vous de les incentiver sur l'atteinte de ces objectifs de reskilling pour éviter par exemple un mauvais alignement entre leurs incentives généralement évalués sur la prod de leur équipe et l'objectif stratégique de reskilling? Si oui, vos clients suivent-ils cette reco? Je peux peut-être démarrer, Paul, si tu veux, ou Loïc. Enfin, je peux dire ce que j'ai fait, moi. Pour moi, c'est évident qu'il faut incentiver les managers à la réussite de ça. C'est le plan de transfo. Et si on leur parle toute la journée de leur production et qu'on les récompense pas pour les efforts énormes qu'ils vont faire pour ceux qui ont les gens dans leur équipe à reskiller, il faut qu'ils fassent un effort énorme pour convaincre. Enfin, Paul vient de l'expliquer, même si c'est dans l'outil. Après, il y a une discussion. Il y a plein de discussions à avoir. Et puis, les autres managers à incentiver, c'est ceux qui vont récupérer dans leurs équipes des gens qui sont en cours de reskilling, parce que évidemment, là, ce qu'on décrit, c'est comme si c'était miraculeux, mais une fois qu'il arrive dans la nouvelle équipe où il a fait l'objet du parcours de reskilling, il n'est pas productif day one. Donc, celui qui l'accueille, il fait vraiment un effort très important aussi pour poursuivre ensuite sur le tas la formation. Et donc, moi, j'avais mis en place, c'était peut-être pas parfait, mais j'avais mis en place des primes pour le manager de l'équipe de départ, le manager de l'équipe d'arrivée et même parfois le tuteur qui est accompagné au quotidien. Donc, il y a tout un tas de jeux, de rôles importants et il faut prévoir un mécanisme d'incentive, c'est clair pour moi. Après, je ne sais pas ce que font les autres. Ouais, non, mais j'abonde complètement. Une fois de plus, les chiffres que je vais donner, ils sont illustratifs, mais j'ai un plan de licenciement de 40 personnes, ça va coûter 4 millions. Là, on est sur un plan de recycling de 100, 200, 300 personnes. Donc, avoir un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros, ça paraît déjà beaucoup moins cher. Et pour moi, ça paraît une évidence. Et dans ce débat-là, évidemment, et ça, c'est de l'ingénierie RH, il faut avoir des outils d'incentive, effectivement, comme a dit Véronique, à 360. Pour le manager qui met en mouvement son équipe, pour le collaborateur qui est mis en mouvement, pour le manager qui joue la partie d'accueillir ces nouveaux collaborateurs et pour les éventuels tuteurs. Mais une fois de plus, ça coûte moins cher que des départs et des arrivées. Et pour les équipes RH, très bon point, Marie-Laure. Oui. Oui. Voilà. Il n'y a rien à rajouter parce que c'est effectivement, je pense, la meilleure réponse possible. Voilà. Très bien. Bon, il est 33 désormais. Merci à vous. C'était très bien. Je pense que c'était exhaustif, complet, très intéressant. Vous allez recevoir donc le replay si vous avez besoin. Et si j'ai le temps, je ferai même, je pense aussi, une réponse aux différentes questions sous format écrit par mail. Merci à tous. On a beaucoup de remerciements. C'est super. Excellente journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.